Intune. Conversation sur l'audiologie et l'équilibre. Un podcast d'Inventis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à la vestibulologie. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Enrico Armato, qui compte 37 ans d'expérience en tant qu'ORL hospitalier, plus de 30 ans de passion dans le domaine vestibulaire, professeur contractuel au département de neurosciences de l'Université de Padoue en Italie et titulaire d'un doctorat de recherche obtenu à l'Université de Lorraine en France. Enrico est une figure de grande expérience dans le domaine qui va nous guider à la découverte du Video Head Impulse Test, mieux connu sous le nom de VHIT. Avec lui, nous explorerons son parcours professionnel, la valeur clinique de cet examen, ainsi que son rôle dans le diagnostic et le suivi des patients. Bonjour professeur, comment est née votre passion pour le domaine vestibulaire? Merci pour votre aimable invitation. C'est un réel plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Mon intérêt est né il y a 30 ans, lorsque j'ai assisté à une présentation du Dr Eric Ulmer lors d'un congrès de vestibulologie à Paris. L'innovation de ses contenus et la clarté de son exposé furent surprenantes et j'en fus fasciné. L'année suivante, je suis allé le voir à Marseille et je l'ai observé travailler dans son cabinet professionnel. Wow! Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous décrire en détail son cabinet? Alors, je dois te dire la vérité tout d'abord, ce qui était exceptionnel, c'était l'emplacement géographique. Eric était à Marseille et il avait une vue sur le Vieux-Port, c'était vraiment exceptionnel. Tu entrais et tu voyais cette étendue de mer avec les bateaux et, au fond, Notre-Dame de la Garde. Ensuite, il y avait des pièces et des pièces remplies d'instruments, d'équipements. Le patient changeait pratiquement, sinon à chaque test, presque de position. C'est vraiment une expérience unique. C'est fascinant. J'en ai donc été ébloui et cela m'a convaincu d'acheter mon premier système de vidéonystagmographie. De là est née une profonde amitié et une fréquentation régulière, d'abord à Marseille, puis à Cannes lorsqu'il s'y est installé. J'ai énormément appris. Et je dois te dire que je considère Eric comme mon authentique maestro, mon guide, mon phare dans le monde de la neurotologie, donc l'approche avec le patient, comment réaliser un test, les astuces et l'interprétation et non le moindre le rapport avec le patient, parce que le rapport avec le patient est une chose fondamentale. Malheureusement, Eric nous a quittés prématurément en 2011. Vous avez été un grand ami du docteur Eric Ulmer. Pouvez-vous nous parler de cette amitié et de la façon dont elle a influencé votre vision clinique? Certainement, ce qui m'a toujours frappé chez Eric, c'était sa compétence scientifique et sa grande humanité. Ses connaissances en informatique étaient telles qu'il avait pu écrire en langage DOS la première version du logiciel de vidéonystagmographie dont l'algorithme de centrage de la pupille avait été créé en collaboration avec le CNRS français. Son humanité se manifestait par une grande disponibilité et une bonté d'âme qu'il montrait véritablement envers tous. Il avait aussi un grand sens de l'humour, il racontait toujours des blagues à l'anglaise et faisait preuve d'une grande autodérision. Nous avons partagé de nombreux congrès où sa générosité se traduisait par un échange d'informations substantielles. Nous avons publié des articles ensemble et j'ai été son invité lors de nombreuses soirées conviviales, car Eric aimait et appréciait aussi la bonne cuisine. Y a-t-il un congrès dont vous vous souvenez avec le sourire et qui vous a particulièrement marqué avec le docteur Eric Ulmer? Bien sûr, je me souviens très bien de son invitation à la réunion des utilisateurs de la vidéonystagmographie française en 1999. Nous étions à Marseille, j'étais très ému parce que je devais faire une présentation et j'étais le premier à parler l'après-midi. Il y avait donc le déjeuner, puis les sessions reprenaient et je me souviens peut-être d'avoir bu 1 ou 2 verres de trop pour pouvoir me détendre. J'imagine que c'était un moment de partage vraiment très intéressant et enrichissant. Magnifique, magnifique. Il y avait aussi beaucoup de personnes importantes,
Je vais citer un nom pour tous, Georges Fraisse, le professeur Georges Fraisse, qui est celui qui a donné son nom au schéma de Fraisse, utilisé pour exprimer les valeurs des épreuves caloriques bithermiques. En parlant un peu plus de la partie liée aux examens, j'aimerais maintenant nous tourner vers votre vie quotidienne en Italie. Comment votre activité est-elle organisée dans votre cabinet et quels sont les examens les plus courants dans votre pratique quotidienne? Certainement. Alors, le fait d'être un travailleur indépendant, car c'est ce que je suis actuellement, m'accorde beaucoup de liberté dans l'organisation, puisque je ne travaille pas dans un centre médical avec d'autres collègues, mais dans mon propre cabinet privé. Par conséquent, la planification est libre et j'essaie de m'adapter aux besoins des patients. Je dirais qu'il n'est pas rare que je travaille même les jours fériés, surtout avec des patients que je connais depuis longtemps. Cela parce que la relation entre médecin et patient est importante. Bien sûr, cela montre une grande passion pour votre travail. J'ai également conclu un accord avec le département de neurosciences de l'Université de Padoue, ce qui me permet d'accueillir régulièrement des étudiants stagiaires du cursus d'audiométrie. C'est très stimulant car j'aime beaucoup enseigner et c'est agréable de voir des gens passionnés. Pour en revenir au sujet principal, le parcours des patients comprend plusieurs étapes fondamentales telles que la collecte des antécédents médicaux, c'est-à-dire la description des symptômes et leur évolution, l'examen clinique vestibulaire sous le masque vidéonystagmographique et enfin le VHIT. Mais ensuite, bien sûr, on s'adapte aux patients et au diagnostic présumé et on peut donc recourir à la VNG avec l'oculomotricité, aux tests caloriques cinétiques, bithermiques, précaloriques bien sûr, et au potentiel évoqué vestibulaire. Comme il est évident qu'il est impossible de prévoir l'étendue et la durée des examens, il n'est pas rare que je fasse revenir le patient immédiatement pour terminer la procédure. Tout cela se termine par la rédaction d'un rapport détaillé qui, je le rappelle, est obligatoire dans la profession médicale. Donc, vous tenez vraiment beaucoup compte des symptômes cliniques, mais aussi de l'historique médical complet du patient pour pouvoir établir un diagnostic précis et correct, n'est-ce pas? Absolument, oui. Ce binôme est indissociable et c'est toujours l'anamnèse qui guide le soupçon diagnostique. La clinique, dans la plupart des cas, constitue une confirmation du soupçon émis lors de l'anamnèse. Fantastique, merci beaucoup pour ces réponses très intéressantes et on voit la grande passion que vous avez pour le domaine vestibulaire. Vous avez été parmi les premiers à utiliser le VHIT Synapsis en Italie. Comment avez-vous vu évoluer cet instrument au fil des années et quel rôle joue-t-il aujourd'hui dans le diagnostic vestibulaire? Merci Mario, c'est une très belle question et je me permets de faire une petite digression également sur la vidéonystagmoscopie. Car j'ai été parmi les premières vidéonystagmographies, j'ai été parmi les premiers à recevoir en Italie un système complet. C'était en 1997. Je me souviens encore de l'émotion lorsque l'on est venu l'installer dans mon cabinet. Le système était complet et cela m'a permis d'acquérir une grande expérience dans tous ces modules. Les principales caractéristiques qui se sont positivement développées au fil du temps ont été l'immédiateté et la simplicité d'utilisation au quotidien, l'abondance des paramètres fournis qui étaient cependant toujours présentés selon une hiérarchie d'importance et la clarté inégalée des tracés de position et de vitesse de l'œil. Tout était réellement personnalisable. De même, pour le VHIT Synapsis, qui était la question que tu m'as posée, j'ai commencé à l'utiliser il y a plus de 10 ans. J'ai moi-même réalisé des milliers d'examens et j'ai apprécié ses caractéristiques uniques comme l'absence de masque sur le visage du patient, les informations binoculaires sur le plan des mouvements de la tête sur le plan horizontal, le graphique de position du regard et pas seulement celui de la vitesse de la tête. Je le considère comme un test fondamental pour la précision des informations et la rapidité d'exécution. En effet, je le réalise systématiquement chez tous les patients, sauf évidemment dans les formes classiques de canalolithiase. Sur tous les patients donc? Oui Mario, effectivement sur tous les patients, car justement sa simplicité et sa complétude sont deux éléments extrêmement favorables à ce test. Je n'y renonce jamais. Merci beaucoup Enrico. D'un point de vue clinique, quelle est l'importance du VHIT pour distinguer un problème vestibulaire périphérique d'un problème central?
Excellente question. Le VHIT permet d'éliminer la subjectivité de l'examinateur dans l'interprétation des résultats. C'est un avantage considérable, surtout si l'expérience du clinicien n'est pas très grande. Chez un patient présentant un trouble périphérique, on mettra en évidence une atteinte du circuit du réflexe vestibulo-oculomoteur avec une réduction du gain et une altération de la morphologie de la réponse due à l'apparition de saccades de réfixation. Le patient central, quant à lui, montrera presque toujours un réflexe vestibulo-oculomoteur normal. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'il existe des exceptions à toutes les règles et certains patients centraux présentent un VHIT positif comme les patients périphériques. Bien sûr, il y a toujours des exceptions partout. Absolument. Quelle pathologie vestibulaire tire le plus grand bénéfice de l'utilisation du VHIT comme outil diagnostique? Écoute, j'aimerais répondre toutes, évidemment. Il existe de nombreux types de lésions et leur identification aide énormément le clinicien dans le parcours diagnostique. Comme je l'ai mentionné, cela a moins de signification dans les cas classiques de canalolithiase car le test est alors négatif. Je comprends. Pouvez-vous nous décrire l'un des schémas les plus fréquents dans ce domaine? Écoute, absolument. Et c'est celui de la névrite vestibulaire, une forme aiguë de vertige, comme nous le savons bien. Elle se présente au début, dans la plupart des cas, comme une névrite vestibulaire supérieure, c'est-à-dire une atteinte du canal semi-circulaire latéral et antérieur. Il y a donc une réduction du gain, l'apparition de saccades de réfixation qui varient au cours de l'évolution et pendant la récupération. Avec le temps, ces patients peuvent guérir parfaitement, mais continuer à ressentir des troubles subjectifs, tout comme il existe des patients qui gardent la lésion, mais qui, subjectivement, se sentent très bien. Dans la toute première phase aiguë, il peut aussi y avoir une atteinte apparente du canal semi-circulaire latéral opposé, donc du côté sain, ceci en raison d'un jeu d'équilibre au niveau des noyaux vestibulaires qui cependant se rétablit avec le temps. Les saccades sont d'abord mixtes, covertes et ouvertes, puis les ouvertes tendent à disparaître, d'autant plus que la compensation est marquée et surtout la latence devient identique pour tous ces phénomènes de récupération. Ainsi, les patterns de la névrite vestibulaire, ce modèle de névrite vestibulaire, constituent également une excellente référence pour ce qui concerne la rééducation vestibulaire. Ah, fantastique. Donc, le VHIT peut également être utilisé dans le cadre du suivi et aussi dans la rééducation vestibulaire? Absolument. Le VHIT est un outil indispensable pour le suivi des patients en cours de rééducation vestibulaire. Il permet de suivre les progrès ou parfois les régressions du patient et d'adapter en conséquence les stratégies thérapeutiques. J'ai une grande expérience en ce qui concerne la France et je peux te dire que dans ce pays et dans les pays francophones, la figure spécialisée du rééducateur vestibulaire, du kiné, est très répandue et il travaille en binôme, en collaboration fixe avec des spécialistes ORL. Presque tous les kinés sont équipés de l'outil du VHIT et l'utilisent régulièrement. Je conclus en disant qu'il serait tout à fait souhaitable que ces profils se développent également ici en Italie, tout comme l'utilisation de cet outil. Merci, professeur. Quels conseils donneriez-vous à ceux qui s'approchent du domaine de la vestibulologie et souhaitent approfondir l'utilisation d'outils comme le VHIT? Excellente question, j'y réponds très volontiers. Comme toujours dans ces cas-là, il faut avant tout une base culturelle solide qui malheureusement ne s'acquiert qu'avec l'étude, puis évidemment avec beaucoup de pratique. Il n'existe pas de raccourci, il faut s'y faire. Un autre ingrédient indispensable est une grande passion pour le sujet. Je comprends, en effet, pour beaucoup de choses, la pratique est très importante. Nous avons terminé les questions, mais pour conclure sur une note un peu plus légère, y a-t-il une anecdote curieuse, un épisode imprévu qui vous est arrivé lors de la réalisation d'un VHIT, justement dans la pratique quotidienne, une histoire dont vous vous souvenez d'une manière particulière? Bien sûr, Mario. Plus qu'une histoire, c'est plutôt une observation car cela m'a fait comprendre l'importance de l'approche avec le patient. Je te raconte qu'une fois, il m'est arrivé d'avoir une patiente dont le VHIT était vraiment peu clair et j'avais du mal à lui donner un sens, cela ne correspondait pas à la clinique. Alors, en réfléchissant, j'ai eu l'intuition de redonner les consignes à la patiente, de réexpliquer tout le test depuis le début
et lorsque je l'ai répété, miraculeusement, incroyablement, j'ai obtenu une courbe normale comme celle attendue. Cela montre que le raisonnement clinique ne doit jamais faire défaut et que nous ne devons jamais oublier que nous avons affaire à des personnes, donc à quelque chose qui doit nous fournir les réponses que nous aimerions avoir et non celles que nous attendons. Merci Enrico d'avoir partagé ce cas spécifique et d'avoir souligné l'importance de la situation dans laquelle se trouve le patient au moment de l'examen. Oui, écoute, je te dis que dans tous les tests, dans n'importe quel test neurotologique, l'interaction avec le patient, l'explication détaillée voire presque maniaque est une garantie d'un examen propre, d'un examen plus facilement interprétable, un examen où il y a beaucoup de signal, donc d'informations et peu de bruit, c'est-à-dire peu d'éléments qui viennent brouiller les résultats. Merci beaucoup. Nous remercions chaleureusement le professeur Enrico Armato d'avoir partagé avec nous son expérience et sa vision de l'utilisation du VHIT dans la pratique clinique quotidienne. Ce fut un voyage précieux à travers l'histoire, les applications cliniques et les perspectives d'avenir. Nous vous invitons à rester avec nous pour les prochains épisodes où nous continuerons à approfondir les thèmes fondamentaux pour le diagnostic et la prise en charge des troubles vestibulaires. Merci, ce fut un réel plaisir. Vraiment, merci encore. Merci beaucoup, professeur Enrico, d'être ici avec nous.